Elle resta debout devant la porte fermée, incapable de respirer, comme si l'air lui-même refusait désormais de lui appartenir. Les mots de son fils résonnaient encore, froids, précis, irrévocables. Il avait honte d'elle, honte de ses mains usées, honte de ses vêtements simples, honte de la femme qui avait porté le poids du monde pour qu'il puisse marcher droit. Galina Petrovna ne pleurait pas encore. Elle regardait simplement le bois terni de la porte, comme si elle espérait qu'il se rouvre, qu'il revienne, qu'il dise qu'il s'était trompé. Mais le silence restait intact, cruel, définitif. Lentement, elle retourna vers le petit canapé, celui dont les ressorts fatigués se plaignaient à chaque mouvement, et s'assit sans un bruit. La pièce sentait le savon bon marché et le linge humide. Sa vie entière tenait dans ces murs étroits. Sur la table, une lampe diffusait une lumière jaune, tremblante, comme si elle aussi hésitait à rester. Galina posa ses mains sur ses genoux. Elle tremblait légèrement. Ses mains avaient cousu, lavé, porté, nourri. Ses mains avaient consolé un enfant fiévreux au milieu de la nuit. Ses mains avaient refusé de céder quand tout le reste s'effondrait. Et pourtant, aujourd'hui, elle semblait étrangère. Lentement, presque mécaniquement, elle se leva et marcha vers l'armoire. Au fond, sous des draps soigneusement pliés, se trouvait un vieil album. La couverture était usée, les coins arrondis par le temps. Elle l'ouvrit avec précaution, comme on ouvre une blessure ancienne. La première photo montrait une petite fille aux cheveux clairs, debout devant un bâtiment gris, les yeux grands ouverts face à un monde qu'elle ne comprenait pas encore. Galina fixa ce visage. Elle se souvenait de ce jour. Elle se souvenait du froid. Elle se souvenait du silence. Elle se souvenait surtout de la peur. Tout avait commencé bien avant la honte, bien avant le sacrifice, bien avant l'amour et la trahison. Tout avait commencé à une époque où elle ne possédait rien, sauf son honneur, et une promesse qu'elle ne comprenait pas encore. Elle passa lentement ses doigts sur la photo, comme pour toucher l'enfant qu'elle avait été. Cet enfant ignorait encore combien la vie pouvait être cruelle. Elle ignorait combien aimer pouvait coûter cher. Elle ignorait qu'un jour, le même cœur qu'elle protégerait avec tant de force serait celui qui la briserait. Galina ferma les yeux un instant. Lorsqu'elle les rouvrit, elle n'était plus une femme abandonnée dans une petite pièce sombre. Elle était redevenue cet enfant, seule face à un monde immense, prête à survivre, quoi qu'il en coûte. En 1956, Galine n'avait que 3 ans quand sa mère disparut pour toujours, comme si quelqu'un avait soufflé sur une flamme. Dans sa mémoire, il ne resta qu'un parfum d'eau de Cologne bon marché, un rire trop fort, puis d'un coup le vide, un silence épais qui avalait tout. Elle se rappela des pas pressés dans un couloir, des mains inconnues qui la soulevèrent sans douceur, et la lumière crue d'une voiture de milice stationnée sous la pluie. Ensuite, ce fut l'odeur froide du savon institutionnel et un bâtiment gris aux fenêtres hautes, l'orphelinat numéro 7, quelque part aux abords d'Amiens, sur une route où les adultes passaient sans jamais regarder les enfants. Les premiers jours, Galine ne parlait presque pas. Elle observait. Elle apprenait à deviner l'humeur des surveillantes à leur manière de fermer une porte, à comprendre que la faim n'était pas seulement dans le ventre mais dans les yeux, et que la peur pouvait devenir une habitude. Un matin, dans la salle de jeu, on la poussa, on lui arracha une poupée sans œil, et elle s'assit par terre, serrant le tissu contre sa poitrine comme si ce chiffon était un bouclier. C'est là qu'apparut Louba. Louba avait 10 ans de plus, une grande fille à la coupe courte, le sourcil toujours un peu froncé, déjà considérée comme adulte parmi eux. Elle ne caressait pas, ne consolait pas avec des mots sucrés, mais sa présence imposait le silence. « Pourquoi tu t'en prends à elle ?» Sa voix était grave, posée, et l'autre recula. « Elle est petite, et toi tu fais la grande idiote. »
Puis Louba s'accroupit devant Galine, observa la poupée, observa le visage et demanda simplement « Comment tu t'appelles ?»« Galine. »« Moi, c'est Louba. Si quelqu'un t'embête, tu m'appelles. Je viendrai. » À partir de ce jour, la peur ne venait plus seule. Louba lui apprit à lire en suivant les lignes du doigt, à tenir sa cuillère sans bruit pour ne pas attirer l'orage, à marcher vite quand on l'ordonnait, à rester droite quand on l'humiliait. Et surtout, un soir où la surveillante était partie, dans la chambre sombre éclairée par un lampadaire, Louba se glissa près d'elle et murmura ce qu'elle appelait le plus important pour une fille. « Il y a des choses qu'on ne donne pas gratuitement. Le plus important, c'est ton honneur. » Galine ne comprenait pas tout, seulement que ce mot devait la protéger quand personne d'autre ne le ferait. Louba expliqua, sans détail, mais avec une fermeté qui laissa une empreinte. « Avant le mariage, si un garçon veut dépasser une limite, tu dis non et tu tiens ton nom. Parce que si tu ne te protèges pas, personne ne le fera. » Galine hocha la tête. Dans son cœur d'enfant, quelque chose se fixa, comme une promesse silencieuse, et cette promesse, des années plus tard, allait devenir la ligne entre la lumière et l'ombre. Les années passèrent, lentes et implacables, comme l'hiver qui refuse de finir. Louba quitta l'orphelinat un matin de mars, sans cérémonie, avec une petite valise et un regard qui refusait de se retourner. Elle écrivit quelques cartes depuis Lyon, parlant d'un atelier de couture, d'une chambre froide sous les toits et de ses doigts piqués par les aiguilles. Puis plus rien. Le silence revint, plus lourd que l'absence. Galine grandit dans ce vide, mais elle n'était plus la même enfant. À 15 ans, elle était déjà grande, droite, ses cheveux blonds attachés avec soin, son regard bleu fixé sur le monde comme un défi silencieux. Les garçons la regardaient, certains avec curiosité, d'autres avec cette arrogance naïve de ceux qui croient que tout leur est dû. Un après-midi, dans un couloir étroit, un garçon nommé Victor la plaqua contre le mur, son souffle chargé de provocation. « Allez, Galine, juste une fois. » Elle ne cria pas, elle ne pleura pas. Elle le regarda droit dans les yeux, avec une froideur qu'il ne comprit pas immédiatement. Non. Sa voix était basse, mais solide. Ce nom ne tremblait pas. Ce nom portait des années de survie. Il recula, confus, presque honteux. Le lendemain, tout le monde savait. Galine est intouchable. Ce mot circula comme une légende. Pas parce qu'elle était forte physiquement, mais parce qu'il y avait en elle quelque chose que personne ne pouvait prendre. À 18 ans, le directeur la convoqua dans son bureau, un endroit qui sentait le papier humide et le café froid. « Tu peux aller à l'université, tu es capable. » Elle secoua la tête. « Non, je dois travailler, gagner ma vie. » Elle n'avait personne pour l'attendre, personne pour la protéger. Elle devait devenir sa propre fondation. Le dernier jour, on lui remit 100 francs et une petite valise en contreplaqué, légère comme une promesse fragile. Elle franchit la porte sans se retourner. Paris l'attendait, immense, indifférente. Elle trouva un emploi le jour même, dans un café routier appelé la Route Claire, près d'une nationale où les camions ne dormaient jamais. Le propriétaire, un homme massif nommé Oncle Nicolas, l'observa longtemps. « Expérience ? Non, mais j'apprends vite. » Il haussa les épaules. 12 heures par jour, peu d'argent. Elle accepta sans discuter. Le premier jour, ses bras brûlaient, ses jambes tremblaient, les voix des clients la traversaient comme des rafales. Mais le soir, elle compta ses pièces. C'était peu, mais c'était à elle. Dans la petite chambre qu'elle louait, sous une ampoule nue, elle sortit une vieille robe achetée au marché et commença à la transformer. L'aiguille passait, revenait, obéissait à ses mains sûres. Elle ne cousait pas seulement du tissu, elle cousait une nouvelle version d'elle-même, une version qui survivrait, une version que personne ne pourrait effacer. Et sans le savoir, quelque part au-delà des lumières de la route, quelqu'un s'approchait déjà de son destin. Les semaines devinrent des mois, et Galine apprit à ne plus sentir la fatigue, à la porter comme une seconde peau.
Chaque matin, avant l'aube, elle nouait ses cheveux avec précision, ajustait sa robe qu'elle avait elle-même retouchée, puis descendait dans la salle encore vide du café La Route Claire. Elle aimait ces quelques minutes de silence, avant que le bruit des vies étrangères ne vienne remplir l'air. Très vite, elle comprit les règles invisibles. Sourire même quand les pieds brûlent. Rester calme même quand les regards deviennent lourds. Répondre sans jamais inviter. Certains hommes tentaient leur chance, croyant voir dans sa jeunesse une faiblesse. « Après le travail, viens marcher avec moi. » Elle répondait simplement « Après le travail, je dors. » Et c'était vrai. Elle dormait peu, mais elle protégeait ce qui lui restait d'elle-même. La nuit, sous la lumière fragile de sa chambre, elle cousait. Chaque point était précis, chaque couture une victoire silencieuse. Elle économisait tout, cachant ses pièces dans une petite boîte métallique sous son lit. 3 mois plus tard, elle acheta une robe bleue à pois blanc. Elle la modifia, ajustait la taille, raccourcit l'ourlet, redessina le col. Quand elle la porta pour la première fois, une collègue murmura « On dirait que tu sors d'un film ». Galine haussa les épaules. « C'est juste une robe ». Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas seulement du tissu. C'était une preuve. La preuve qu'elle pouvait se créer elle-même. Un samedi matin, le café débordait de monde. Le bruit des voix, des verres, des chaises formait un chaos vivant. Galine avançait vite, un plateau chargé de tasses brûlantes entre les mains. La sueur glissait le long de son dos, mais son regard restait calme. Puis, en une seconde, tout bascula. Son pied heurta une chaise mal placée. Le plateau bascula, le café brûlant vola dans l'air et s'écrasa sur la chemise blanche d'un jeune homme assis près de la fenêtre. Le silence tomba autour d'eux, brutal. Galine se figea, son cœur s'arrêta. La tache sombre s'étendait lentement sur le tissu immaculé, comme une faute impossible à effacer. Elle leva les yeux, le jeune homme la regardait. Grand, cheveux sombres, regard gris, profond, presque amusé. Il ne cria pas, il ne bougea pas immédiatement. Il l'observait comme s'il cherchait à comprendre quelque chose au-delà de l'accident. « Je suis désolé », murmura-t-elle, sa voix presque inaudible. Le propriétaire accourut, paniqué, sa voix pleine de peur. « Tu sais qui c'est » Mais le jeune homme leva la main, calmement. « Ce n'est rien. » Sa voix était posée, assurée, habituée à être écoutée. Puis il regarda Galine de nouveau, plus attentivement. Dans ce regard, il n'y avait ni colère ni pitié, seulement un intérêt silencieux, inattendu. À cet instant précis, sans qu'elle le sache encore, quelque chose venait de commencer. Quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours. Le lendemain matin, il était déjà là, assis à la même table, près de la fenêtre, comme si rien d'autre au monde n'avait d'importance que cet endroit précis. Galine le remarqua immédiatement, bien avant qu'il ne parle. Il portait une autre chemise, parfaitement repassée, et son regard gris suivait chacun de ses mouvements avec une attention tranquille. Elle sentit son cœur accélérer malgré elle, mais son visage resta calme. Elle s'approcha, le carnet en main. « Bonjour ?» Sa voix était stable, professionnelle. Il sourit légèrement. La chemise a survécu. Elle baissa les yeux un instant. « Je suis encore désolé. » Il secoua doucement la tête. « C'est déjà oublié. » Puis, après une pause, il ajouta « Vous êtes différente aujourd'hui. » Elle ne répondit pas. Elle attendit simplement la commande. « Un café. Et peut-être votre prénom. » Elle hésita une fraction de seconde. « Galine. » Il répéta le nom lentement, comme pour en mémoriser chaque syllabe. « Moi, c'est André Sokolov. » Ce nom ne signifiait rien pour elle. Pas encore. Mais dans le café, d'autres regards se tournèrent discrètement vers lui, avec ce mélange de respect et de prudence réservé à ceux qui appartiennent à un autre monde. Les jours suivants, il revint encore, et encore, toujours à la même place, toujours avec ce regard attentif. Il ne parlait pas beaucoup, mais sa présence devenait familière, presque rassurante. Un soir, alors qu'elle terminait son service, il l'attendait dehors. La lumière du crépuscule glissait sur la Seine toute proche, et l'air portait l'odeur de l'été.
Il tenait un petit bouquet d'œillets blancs, simple, sincère. « Je ne trouvais pas de roses, dit-il. » Elle les prit avec précaution, comme si ce geste contenait plus qu'il ne montrait. Ils marchèrent lentement le long du fleuve. Il parlait de l'université, de ses études en économie, de son père exigeant, de ses projets. « Et toi, d'où viens-tu » Elle resta silencieuse un moment. « D'un orphelinat. » Il ne posa pas d'autres questions. Il ne montra ni surprise, ni pitié, seulement du respect. Ils s'assirent sur un banc. Le silence entre eux n'était pas vide, il était vivant. Galine sentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Pas de peur, pas de méfiance. Mais elle se souvenait aussi des mots de Louba gravés profondément en elle. Elle tourna la tête vers lui et parla clairement. Avant le mariage, rien. Pas de baiser, pas plus. André resta immobile. Puis il hocha la tête. D'accord, j'attendrai. Même toute ma vie s'il le faut. Elle le regarda, cherchant un doute, un mensonge. Mais elle ne vit que la certitude. Et pour la première fois depuis longtemps, elle permit à l'espoir d'entrer dans son cœur. Sans savoir que l'espoir, parfois, est la forme la plus silencieuse du danger. Leur amour grandit dans les silences et les promesses non prononcées. Chaque soir, après la fermeture du café, André attendait Galine sous le lampadaire fatigué, les mains dans les poches, comme s'il avait toujours appartenu à cet endroit. Ils marchaient le long de la Seine, leurs épaules se frôlant parfois, jamais plus. Ils respectaient la frontière qu'elle avait tracée et ce respect renforçait la confiance fragile qu'elle lui accordait. Parfois, il déposait un baiser léger sur sa tempe, toujours après avoir cherché son accord dans ses yeux. Elle ne reculait pas, elle ne cédait pas non plus. Elle avançait avec prudence, comme quelqu'un qui traverse une glace fine. Un soir d'août 1979, André lui proposa de venir dans une maison de campagne près de Rouen. « Rien de grand, dit-il, juste des amis, de la musique, un peu d'air loin de la ville. » Elle hésita longtemps, mais elle accepta. La maison était remplie de rires, de verres qui s'entrechoquaient, de musique trop forte. André restait près d'elle, fier, attentif, la présentant simplement « Voici Galine ». Sa voix contenait une douceur nouvelle, presque vulnérable. Plus tard, ils sortirent dans le jardin. La nuit enveloppait tout d'une obscurité rassurante. « Tu es la plus forte personne que je connaisse », murmura-t-il. Il l'embrassa doucement. Elle répondit brièvement, puis s'écarta. André comprit. Ils retournèrent à l'intérieur. Mais la nuit avançait, et avec elle quelque chose d'autre, quelque chose de plus lourd, de plus dangereux. Dans une pièce calme, loin des autres, il s'assit près d'elle sur un vieux canapé. Au début, ses gestes étaient tendres, familiers, puis ils changèrent, pas brusquement, pas violemment, mais suffisamment pour que Galine sente la frontière qu'elle avait protégée toute sa vie se fissurer. « André, non !» Sa voix tremblait. Il murmura son nom, comme pour apaiser quelque chose en lui-même. Elle tenta de se lever, il la retint. Pas avec brutalité, mais avec une détermination qu'elle ne lui connaissait pas. « Une seule fois », murmura-t-il. Elle secoua la tête, répéta « non », encore et encore, mais ce non, pour la première fois de sa vie, ne suffit pas à arrêter le monde. Quand tout fut terminé, le silence devint insupportable. Galine resta immobile, les yeux ouverts, fixant le plafond comme si elle cherchait à quitter son propre corps. André était assis à côté d'elle, les mains tremblantes. « Pardonne-moi » murmura-t-il, « je n'ai pas su m'arrêter. » Ses mots tombèrent dans le vide. Elle se leva lentement, sans le regarder. « Ramène-moi. » Le trajet se fit sans un mot. Les lumières de la ville passaient sur son visage comme des souvenirs qui refusaient de rester. Le lendemain matin, il l'attendait devant le café avec un immense bouquet de roses blanches. « Je suis coupable, dit-il. Je ferai tout pour réparer. Je t'attendrai. 3 ans, 5 ans, toute ma vie s'il le faut. » Galine le regarda longtemps. Au fond d'elle, quelque chose était brisé, mais autre chose, plus profond encore, refusait de mourir. Elle prit les fleurs. « Je te pardonne, » murmura-t-elle, «
mais ne me touche plus jamais sans mon oui. » Il hocha la tête, incapable de parler. Et à cet instant, ni l'un ni l'autre ne savaient que le véritable châtiment n'avait pas encore commencé. Pendant un court moment, la vie sembla leur accorder une trêve. André devint plus attentif que jamais, comme s'il marchait constamment sur un sol fragile, craignant de le briser à nouveau. Il ne franchissait plus aucune limite, ne posait même plus sa main sur la sienne sans chercher son regard. Galine continuait à travailler, à sourire aux clients, à porter ses plateaux comme si rien n'avait changé. Mais à l'intérieur, elle sentait une distance nouvelle, invisible, irréversible. Pourtant, elle ne partit pas. Elle resta, parce qu'elle l'aimait, parce qu'elle voulait croire que l'amour pouvait réparer ce que la faiblesse avait détruit. Les semaines passèrent. Un soir, assis sur un banc face à la Seine, André lui montra une bague simple, en or, sans pierre. « Ce n'est pas encore une alliance, » dit-il doucement, « mais c'est une promesse. » Elle la regarda longtemps avant de la glisser à son doigt. Elle s'ajustait parfaitement, comme si elle avait toujours été faite pour elle. Ils commencèrent à parler d'un avenir commun, un petit appartement, une vie construite sans l'aide de son père. André insistait sur ce point. « Je veux réussir par moi-même. » Galine hocha la tête. C'était la seule condition qu'elle acceptait. Elle ne voulait rien devoir à personne. Mais dans l'ombre, quelqu'un observait déjà. Quelqu'un qui refusait cet avenir. Un soir, André arriva au café plus tôt que d'habitude. Son visage était tendu, ses yeux assombris par quelque chose de plus lourd que la fatigue. « Mon père sait. » Le plateau dans les mains de Galine trembla légèrement. « Comment ?» Il répondit sans détour. « Quelqu'un nous a vus ensemble. Il m'a convoqué. Il a dit que ce n'était pas sérieux, que je devais épouser une femme digne de notre nom, pas une serveuse sans famille. » Les mots restèrent suspendus entre eux, glacés. Galine sentit le froid envahir sa poitrine. « Et toi ?» demanda-t-elle. André la regarda droit dans les yeux. « Je lui ai dit que je t'aimais et que je t'épouserais. » Elle ferma les yeux un instant. Ce moment aurait dû être une victoire, mais au fond d'elle, la peur grandissait déjà. Quelques jours plus tard, on frappa à la porte de sa petite chambre. Une femme élégante se tenait dans le couloir, droite, impeccable, son regard aussi froid que le marbre. « Je suis Elena Sokolov, la mère d'André. » Sa voix ne tremblait pas. Elle entra sans attendre l'invitation, observa la pièce, chaque détail, chaque trace de pauvreté. Puis elle parla. « Mon fils a un avenir brillant, et vous allez le détruire. » Elle sortit une enveloppe, la posa sur la table. « Prenez cet argent, disparaissez. » Galine ne bougea pas. « Je ne veux pas d'argent. J'aime votre fils. » Le sourire de la femme fut sans chaleur. « L'amour est une faiblesse. Le pouvoir est une réalité. Réfléchissez. » Elle partit, laissant derrière elle une menace invisible. Une semaine plus tard, la police frappa à son tour. « Galine Petrovna, vous devez nous suivre. » Au poste, on lui montra des documents, des chiffres, des accusations. De l'argent avait disparu du café. Son nom était inscrit partout. Elle secoua la tête. « Ce n'est pas possible. » Mais personne n'écoutait. Les portes se refermèrent, et pour la première fois depuis son enfance, Galine comprit que certaines cages n'ont pas de barreaux visibles. La salle d'audience sentait la poussière et le bois ancien, un endroit où les destins étaient décidés sans émotion. Galine se tenait debout, droite, ses mains immobiles devant elle, comme si bouger risquait de briser le peu de force qui lui restait. Le juge lisait les mots d'une voix monotone, comme s'il parlait d'un objet et non d'une vie humaine. Vol, abus de confiance, 3 ans de colonie pénitentiaire. Chaque mot tombait lentement, lourd, irréversible. Galine ne pleura pas, elle ne protesta pas. Elle comprit simplement que la vérité n'avait aucune valeur face au pouvoir. André était venu une seule fois, ses yeux remplis d'une culpabilité impuissante. « Je vais arranger ça », avait-il dit. Mais 2 jours plus tard, il disparut, envoyé en Allemagne par son père, loin, hors de portée, hors de sa vie.
Galine resta seule. Derrière les murs froids de la colonie près de Rouen, les jours perdaient leur nom. Elle cousait des uniformes 10 heures par jour, ses doigts saignant parfois, mais elle ne ralentissait jamais. La nuit, allongée sur une couche étroite, elle regardait le plafond et se répétait qu'elle devait survivre. Puis, un matin, elle comprit qu'elle n'était plus seule. La vie grandissait en elle, silencieuse, fragile, innocente. Ce fut la première fois qu'elle pleura. Pas de peur, pas de honte, mais d'une détermination nouvelle. En janvier, elle donna naissance à un garçon. Elle le serra contre elle, respirant son odeur, sentant son cœur battre contre le sien. « Serge », murmura-t-elle. Elle lui donna ce nom comme une promesse que lui ne connaîtrait jamais la solitude qu'elle avait connue. Les années passèrent lentement, mais elle tint bon, pour lui, toujours pour lui. Quand elle fut libérée, elle sortit sans argent, sans protection, mais avec son fils dans les bras. Elle trouva un travail de femme de ménage dans une cantine. Ses mains, autrefois précises et légères, devinrent rouges, brûlées par les produits, mais elle ne se plaignait jamais. Chaque nuit, elle cousait encore, économisant chaque pièce pour son enfant. Serge grandit, il devint fort, intelligent. Elle lui acheta tout ce qu'elle pouvait, des vêtements propres, des livres, un avenir. Elle lui donna tout. Et un jour, cet enfant devint un homme qui, debout devant elle dans un costume qu'elle avait payé avec des années de sacrifice, lui dit qu'il avait honte. Galine resta silencieuse, mais cette fois, quelque chose avait changé. Elle ne baisserait plus la tête, parce qu'elle n'était plus seulement une femme brisée, elle était une mère, et une mère n'abandonne jamais sa vérité.